Bonjour Frédéric Tocard. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Frédéric d'avoir accepté notre invitation. Frédéric, tu es élu de Génération de la ville de Paris. Tu es aussi l'adjoint à la maire de Paris chargé du tourisme et de la nuit, comme on peut le voir derrière toi d'ailleurs. On va faire un point sur tous ces secteurs clés de l'économie, mais aussi les secteurs clés de la vie parisienne et des Parisiens. Mais d'abord, un mot quand même sur les relations de la ville de Paris et de l'État. Elles sont bonnes, conflictuelles. Les décisions que vous prenez, qui sont prises, elles sont prises de manière concertée. Je dirais justement que les leçons ont été tirées des dernières semaines, des derniers mois, justement du premier confinement, avec l'absence de concertation qui avait été pointée du doigt, notamment par beaucoup d'élus. L'État commence à comprendre, on va dire petit à petit, mais des fois, il faut lui rappeler que les politiques publiques se mènent en concertation avec les collectivités territoriales. Donc, c'est des fois le cas, des fois moins le cas. Ce qui est sûr, c'est que pendant le premier confinement, on a bien vu que ce n'était absolument pas le cas. On était dans un manque de concertation qui était très poussé. On n'avait pas de masque et on a été obligé, grosso modo, nous-mêmes de fabriquer nos propres masques, on va dire ça comme ça. Donc, on était dans des choses très éloignées. Là, depuis quelques semaines, quelques mois, il y a du mieux là-dessus. Sur les questions de confinement, par exemple, on est parti de temps qui étaient des temps un peu tendus au mois de septembre, et là, qui sont beaucoup moins parce qu'on est plutôt sur des choses partagées là-dessus et partagées sur l'ensemble des choses. Après, tout n'est pas au beau fixe. Si je prends sur mes sujets, qui sont par exemple les sujets du tourisme, on a des discussions pour que les plans de soutien et les plans de relance dans le domaine du tourisme soient adaptés à la situation locale et territoriale parisienne pour qu'on travaille ensemble. On n'y est pas encore. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dialogue, mais on n'est pas encore à ce type de choses. Je prends cet exemple-là, mais qui pourrait se multiplier à foison. On voit bien aussi des fois que, par exemple, sur les questions éducatives, ce n'est pas mes sujets, mais des fois, il y a quelques éléments un peu quelques petits points de tension, quoi. Justement, je te posais la question parce j'ai entendu notamment la maire de Paris dire qu'elle avait fait un certain nombre de propositions justement pour désengorger les établissements scolaires, mais on pense aussi à la situation de l'hébergement, des hébergements d'urgence. Quelles sont les propositions concrètes que la ville de Paris peut mettre à la disposition aussi de l'État, ou peut-être pas d'ailleurs? Est-ce qu'il y a nécessairement besoin d'avoir la validation de l'État pour prendre un certain nombre de décisions quand on est une ville comme Paris? Déjà, il y a les questions de réquisition d'hôtels. Il commence à y en avoir quelques-unes qui sont faites et qui sont opérées par l'État dans ce domaine-là pour de l'hébergement d'urgence. Et ça ne passe pas forcément par l'État. Nous, on est en discussion avec Viparis qui gère les grands centres de congrès, que ce soit la Porte de Versailles, l'Espace Champéret, le Palais des Congrès, et notamment sur l'Espace Champéret et sur la Porte de Versailles, pour que ça puisse servir, puisque vous voyez bien que, par exemple, pour la Porte de Versailles, il n'y a pas de perspective, malheureusement, dans les mois à venir, à ce qu'il puisse y avoir des salons. Il n'y aura pas le salon de l'agriculture, le salon du livre aussi a été annulé. Bon, bref, que les grosses initiatives n'aient malheureusement pas lieu, que ça puisse se transformer en hébergement d'urgence. C'est à la fois des propositions qui sont faites à l'État, et puis aussi, vous savez, on n'attend pas que les choses se fassent. C'est-à-dire que nous aussi, la discussion que je vous parle avec Viparis, c'est moi qui l'ai eue directement avec eux. Et quand j'ai visité leur bâtiment au mois de septembre, je leur ai dit, mais attendez, votre cahier des charges, pas votre cahier des charges, pardon, votre calendrier, vous avez quand même assez peu de choses, et effectivement, on était envoyé en baisse. Donc voilà, on essaye à trouver. Nous, l'idée, c'est de trouver des solutions à chaque fois. Pas forcément, c'est pas forcément d'aller uniquement les demander à l'État, c'est de les faire en collaboration avec l'État, mais on veut trouver des solutions parce que sur l'hébergement d'urgence, il y a quand même beaucoup de monde à la rue. Alors, on l'a dit, tu es adjoint d'Anne Hidalgo en charge du tourisme et de la nuit. Un mot sur le tourisme d'abord. Alors, évidemment, on imagine que c'est une année noire depuis le mois de mars pour Paris et pour toute l'Île-de-France plus généralement. Ça va être quoi les conséquences directes sur le secteur et les conséquences pour les Parisiens, mais aussi pour les salariés? Est-ce que vous avez tiré des conclusions, par exemple, avec du recul sur le premier confinement? C'est un peu tôt pour tirer des conclusions pour l'instant. En fait, au mois de septembre, tout le monde pensait qu'on aurait un petit retour des touristes. Bref, que grosso modo, on était, je ne vais pas dire tiré d'affaire, mais qu'on aurait un rebond dans le secteur de l'événementiel, du tourisme, de la culture, je ne sais pas quel terme utiliser, mais qu'on a ça. Bon, en fait, c'est passé le contraire. C'est passé un rebond dans l'épidémie et on a un deuxième confinement. Les conséquences économiques du deuxième confinement, on ne les a pas encore. Je pense que ça va s'accompagner effectivement par des choses assez dures. On va dire, il y a 3 secteurs dans le tourisme. Il y a tout ce qui est bar, restauration et tutti quanti. Là, on a plutôt trouvé des amortisseurs par rapport à la question de la crise à travers la question des terrasses. Je ne reviens pas sur ce qu'on a fait sur la question des terrasses. Bon. Le deuxième secteur, c'est le secteur qui est tout ce qui sont les musées, les bateaux-mouches, les monuments et tutti quanti. Là, on va dire que les amortisseurs qu'on a trouvés, c'est de développer un tourisme plus local. Il y a des endroits où ça a bien marché. La Tour Eiffel, par exemple,
on a pu atteindre des chiffres de 40 à 50% de venue de touristes par rapport à l'année dernière. Alors, c'est une baisse de 50% quand même, hein, mais enfin, comparé à ce qui s'est passé ailleurs, c'est pas énorme par rapport au fait qu'on a travaillé sur un tourisme local, parisien, francilien, français, où là, on va dire il y a quelques petits amortisseurs. Le gros point noir va être tout le secteur de l'hôtellerie, où là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que dans l'hôtellerie, on est sur une baisse de 80 à 90% de taux d'occupation des chambres. Là, ça va être dur. Il y a évidemment des plans de soutien du point de vue du gouvernement avec le PGE, mais le PGE, c'est un prêt. Bon, donc, à un moment donné, il faudra bien le rembourser. Donc là, on va avoir de grosses difficultés, de gros sujets là-dessus. Une des pistes qu'on est en train de travailler, c'est des choses autour de la foncière commerce et des foncières commerce qu'on peut avoir pour voir si, avec la Caisse des dépôts, il n'y aurait pas des choses du point de vue de la temporalité qui pourraient se faire dans ce domaine-là pour venir en soutien aux fonciers, comme potentiellement on peut le faire et on le fait déjà dans le domaine du commerce, mais pourquoi pas l'étendre à l'hôtellerie. Bref, tous ces sujets-là sont des sujets qu'on est en train de travailler pour regarder comment, on va dire, amortir un peu les choses là-dessus, parce que, voilà, ça va être ça la question du tourisme. Et dernière chose, il y aura un après et un avant dans la question du tourisme. La question qui est le tourisme durable, le tourisme de proximité, je pense, va prendre en partie le pas sur les formes de tourisme qu'on pouvait avoir précédemment là-dessus. D'abord, c'est souhaitable parce qu'un tourisme durable, ça veut dire un tourisme plus résilient et ça veut dire un tourisme qui résiste à la crise plus facilement qu'un tourisme qui n'est basé que sur l'arrivée de charters de long courrier. Hier, dans la matinale, on recevait un hématologue qui nous disait que sans doute on avait fait une erreur et l'erreur avait été d'avoir relâché nos efforts, notamment pendant l'été, pour justement redonner du souffle au secteur du tourisme, mais qui serait pour partie responsable justement de la recrudescence du virus et de cette seconde vague. Toi, tu penses que c'était une erreur? Je ne pense pas qu'il faut chercher le bouc émissaire. Je sais qu'en ce moment, on cherche le bouc émissaire à chaque fois. Quand il y a des attentats, on cherche le bouc émissaire. Quand il y a la reprise du virus, on cherche le bouc émissaire. On a une reprise du virus en France parce qu'on a recommencé à vivre à partir du mois de septembre. On a évidemment recommencé à sortir, à aller en bar, sur les bars, en terrasse, à prendre le métro, à aller au lycée, à aller au boulot, à aller… C'est ça qui a fait recirculer le virus. Est-ce que selon toi, on a fait passer l'économie avant justement la question sanitaire? Je ne sais pas si c'est par rapport à ça, parce que ce n'est pas que des questions d'économie, ça, c'est aussi des questions de lien, de vivre ensemble. Sur la partie vie nocturne, on a quand même… Moi, j'ai beaucoup été dans un défenseur, et je suis toujours dans un défenseur de la vie nocturne. Pourquoi? Pas en disant c'est absolument l'économie de la vie nocturne. C'est jamais mon premier sujet d'amorce sur la question de la nuit. Pourquoi? C'est parce que la nuit, c'est un temps qui est un temps différent, c'est un temps du commun, c'est un temps où il y a d'autres rapports qui se créent. Et systématiquement, par exemple pendant le confinement, on a tapé sur la question de la nuit en disant, on a même des fois des choses complètement délirantes qui étaient la fermeture des bars à 21h. Alors ok, on l'a accepté, mais pourquoi? Le virus ne circulait pas à 20h et il circule à 20h, il ne circule pas à 21h. On a remis la question de la nuit justement par rapport à cette espèce de recherche de bouc émissaire qu'il y a pu y avoir comme un endroit dangereux. Alors, ce n'était pas criminogène, c'était un endroit virogène. Mais il faut faire attention aussi par rapport à ça. Moi, je n'ai pas cherché de bouc émissaire là-dedans et je pense qu'il ne faut pas en chercher par rapport qui au secteur de tourisme, qui au machin, qui même à la question de l'économie. C'est le vivre ensemble qui a fait recirculer le virus. Martin Hirsch, il le dit assez bien, il dit notre problème par rapport au virus et ce qu'on a besoin sur la question du confinement, c'est qu'on ait 20% d'interaction sociale, que la baisse de l'interaction sociale entre les individus baisse de 20%. Parce que quand l'interaction sociale entre les individus tourne, eh ben le virus, il tourne et c'est comme ça qu'on se contamine. Mais tu l'as dit là, en fait, ce qu'essaie de faire le gouvernement, c'est de rendre criminogène en quelque sorte la possibilité d'avoir un lien social. Est-ce que c'est pas problématique en fait dans la vision dont les pouvoirs publics, ce qu'ils proposent en fait pour notre société? Est-ce que tu n'as pas peur que là, ça va durer a priori peut-être plus d'un an cette situation? Est-ce que tu n'as pas peur que ça laisse des traces en fait dans notre société? Bien sûr, mais ce n'est pas la nôtre. Nous, on a tout de suite reproposé les terrasses. Quand il y a le deuxième confinement, on dit il faut garder les librairies ouvertes et un certain nombre de commerces qui sont des commerces de l'esprit et pas que le commerce de on mange et on va travailler. Nous, à chaque fois, et la maire de Paris, elle a toujours été sur la ligne, attention, il ne faut pas casser le lien social et on n'est pas juste sur métro, boulot, dodo. Ça, c'est un vrai sujet, y compris qui peut être compatible. À partir du moment où, évidemment, il est compatible avec des questions sanitaires, mais il l'est de ce point de vue-là. Bon. Évidemment, c'est ça la question, parce que moi, je crois que ça va avoir des conséquences sur le long terme. Le fait de ne pas se voir,
le fait d'avoir des discussions entre nous, là on a une interview, on est par Zoom. Bon, le fait de ne pas se toucher, quand on croise des gens, ils ont le masque. Donc on a juste un échange. L'échange avec les individus, c'est pas que la parole, c'est les gestes, c'est aussi le rictus sur le visage. C'est toutes ces questions-là qui sont ces questions importantes. Et à mon sens, sur les questions démocratiques et sur les questions de vie politique, évidemment que ça va avoir un sens. La manière dont le débat tourne en ce moment sur les questions de restriction de liberté, et on voit la manière dont on se sert quand même pas mal de choses. Je veux dire, moi je suis un ancien, comme plein d'autres militants, syndicalistes, étudiants, apprendre qu'il y a un projet de loi dans lequel on va rendre, comment dire, on va pouvoir être condamné parce qu'on vient occuper sa fac ou parce qu'on vient y manifester. Je veux dire, dans quel monde qu'on est en train de proposer? Mais tout le cercle dans lequel on est, et le confinement, tous les éléments qui sont là, ils rendent aussi ces choses-là possibles parce que derrière, on a un gouvernement qui se sert de ça pour faire passer des mesures qui sont des mesures de réduction de liberté publique. Je ne suis absolument pas dans l'idée de dire qu'il ne faut pas de mesures barrières sur le plan sanitaire, qu'on soit bien clair. Mais il y a un double langage à certains endroits en ce moment sur certains sujets. Encore un mot quand même sur la nuit. On l'a dit, tu es adjoint en charge de la nuit aussi. On sait que c'est un secteur qui est déjà particulièrement touché. Je pense aux boîtes de nuit, notamment d'une manière générale. C'est quoi les alternatives pour ces lieux-là? Parce qu'on n'imagine pas que ces lieux vont rouvrir, même si on est déconfiné d'ici quelques semaines. On n'imagine pas ces lieux rouvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des fermetures inéluctables pour toutes ces entreprises de la nuit? Le plein air, c'est ce qu'on a commencé à faire cet été. C'est-à-dire qu'on sait que sur le plan sanitaire, d'abord, il faut garder un lien nocturne. L'idée de dire que les boîtes de nuit, parce que ce sont des lieux dans lesquels le virus peut circuler très facilement et beaucoup plus facilement qu'ailleurs, seraient fermés pendant 1 an, 2 ans, ça, c'est insupportable comme idée. Parce que là, on a un problème qui est un problème, à mon avis, pas simplement de faire la fête et pas un problème économique. On a un problème qui est un problème social, un problème de lien entre les individus, un problème démocratique. La nuit, elle dit des choses aussi sur la démocratie de ce qui se passe le jour. Bon. Donc moi, et ce qu'on a commencé à travailler cet été, c'est le plein air. Faire des choses en extérieur parce que le plein air en extérieur est 7 fois moins contaminant du point de vue du virus qu'en intérieur. Il y a des choses qui se sont faites de manière tout à fait légale. Je pense à Border City qui s'est fait au Dock de Paris où tout l'été, il y a pu y avoir en plein air avec masque, gel, machin, ceci, cela, eh bien, une boîte de nuit à ciel ouvert qui a très bien fonctionné avec le soutien et de toutes les autorités compétentes. Des choses moins légales qui se sont passées ou illégales dans le bois de Vincennes et on a retrouvé… On a eu des free parties pour la première fois dans le bois de Vincennes. Alors, il y en a à qui ça a rappelé des souvenirs, ce n'était pas dans le bois de Vincennes. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a travaillé et ce qu'on va travailler pour le déconfinement, c'est-à-dire à partir du mois de… Enfin, le confinement, à partir du moment où on pourra faire des choses massives en extérieur au mois de mars ou au mois d'avril, c'est la possibilité de pouvoir faire des choses en plein air la nuit. On est en train de regarder sur des espaces, on est en train de regarder sur le bois de Vincennes s'il peut y avoir des zones qui sont des zones régulièrement mises à disposition. Mais l'idée, c'est de dire la nuit doit continuer et elle peut difficilement se faire dans les lieux fermés, donc on doit la faire en extérieur. C'est ce qu'on a fait avec les terrasses par rapport aux bars et aux restaurants et on voudrait pousser la chose pour que des clubs eux-mêmes fassent de la programmation hors les murs. Mais pourquoi pas aussi dans les lieux de congrès? J'ai aussi discuté avec Vie Paris de cette possibilité-là, puisque ce qui s'était fait au Dock de Paris est dans un lieu qui est un lieu qui reçoit régulièrement de l'événementiel ou du salon professionnel. Il faut aussi qu'on puisse détourner des objets de leur fonctionnement tout en leur gardant une activité. Le pire du confinement et le pire de tout ça serait que des lieux soient fermés et n'aient plus aucune activité. Et ce n'est pas simplement une activité économique, c'est aussi qu'il n'y ait plus d'utilité sociale du point de vue d'une utilité sociale partagée. Alors, Frédéric, tu es aussi vice-président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture. Tu es toi-même conseiller délégué à la diversité culturelle dans le 20e. On sait que la ville de Paris se bat pour la réouverture des librairies notamment. Vous y avez travaillé avec le ministère de la Culture. Est-ce qu'on peut s'attendre, tu penses, à de bonnes nouvelles ce soir de ce côté-là pendant le point de presse de Jean Castex? J'étais en réunion avec la maire sur le tourisme. Donc, il y avait aussi Olivia Polski qui est beaucoup sur ce sujet. Et puis, il y avait aussi, enfin, elle n'était pas là, mais il y avait aussi Karine Roland. Elle n'en savait rien. On n'en sait rien. Je ne sais pas ce qui va être annoncé pour ce soir sur la question des librairies. Encore une fois, le porte-parole du gouvernement a dit qu'il y avait 3 options. Je ne suis pas complètement sûr que, vu les chiffres qu'on a sur les questions sanitaires, on soit sur des choses avec un peu plus de permissivité là-dessus.
Mais au-delà de ça, on a travaillé sur la question des libraires, sur d'autres types de dispositifs, avec le fait que les libraires, on accélère la question du click and collect, on leur fasse de la communication, qui viennent d'ailleurs le faire sur les marchés, parce qu'on a fait sur les marchés la possibilité qu'ils aient des stands, non pas pour vendre, puisqu'on n'a que des marchés alimentaires, ils n'ont pas le droit de vendre, mais pour présenter les ouvrages et puis pour que les gens puissent commander là-dessus. On soutient très fortement la question de la librairie dans ce domaine-là, c'est sûr. Alors, Paris, c'est aussi beaucoup d'équipements et de lieux culturels. Alors, ils sont fermés au public. Alors, ce n'est pas toi qui es l'adjoint en charge de la culture, c'est Karine Roland qu'on salue, qu'on invitera d'ailleurs pour parler plus longuement de culture. Mais la création, elle y est toujours active, elle y vit toujours dans ces lieux en ce moment à Paris? Alors, ce qui a été obtenu et qui est plutôt une bonne chose, c'est qu'il y ait le droit dans les salles de spectacle qu'il puisse y avoir des répétitions. Donc ça, les artistes peuvent travailler. A aussi été obtenu le fait que sur les tournages de films, il y ait l'autorisation des tournages de films. Ça date du premier confinement. Donc, on a une activité, on va dire, non publique qui se passe là-dessus. Commence à se développer aussi pas mal de streaming, ce qu'on avait eu pendant le premier confinement. La Gaîté Lyrique, par exemple, fait tout un certain nombre de concerts ce week-end. Donc, il y a une activité qui n'est pas publique, mais qui commence à se développer. Je sais que Glazart aussi va le faire dans le domaine des musiques actuelles là-dessus. Il y a aussi des établissements, je sais que le Théâtre de la Ville fait maintenant du théâtre en ligne. La pièce de David Lescaut, qui est passée, je crois, la semaine dernière, a pu être vue en ligne. Je sais que le 104 a aussi fait, avec des programmations, entre guillemets, avec des professionnels qui peuvent assister. On reste dans une activité qui est une activité, on va dire, créatrice, pas ouverte au public malheureusement, mais qui permet quand même malgré tout que sous la cendre, les braises continuent à être présentes. On fait avec ce qu'on peut, mais encore une fois, notre idée, c'est que tout ça ne s'arrête pas. Non pas, encore une fois, pour des questions qui sont des questions économiques, parce que la question de la ville de Paris et le sel de cette ville, c'est toute cette créativité, c'est toute cette diversité. C'est ça qui crée je ne vais pas dire l'intérêt de cette ville, parce qu'elle a plein d'intérêts, cette ville. Mais si on la résume, c'est une des questions majeures dans cette ville, c'est ça. Et il ne faudrait pas que, fort de ce qui se passe en ce moment, tout ça disparaisse. Il faut que le feu continue à couver sous la braise, enfin sous la cendre. On a une dernière question, Frédéric, qui n'a aucun rapport avec le public, encore que. On aimerait peut-être qu'on parle plus de culture dans les années à venir, mais on voit la gauche partir en ordre dispersé pour les prochaines élections régionales, à commencer par l'Île-de-France. Mélenchon a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Toi, tu es membre de Génération. Quel rôle va jouer Génération dans ces prochaines séances? Comment tu vois les choses? Nous, on essaie d'être un petit passeur, on va dire, entre les différentes, structures politiques et les différents partis. On en est un aussi, mais qui peuvent exister. On ne veut pas rajouter de la division à la division, mais essayer de regarder ce qui peut être construit sur le plan commun. Moi, j'ai participé à différents appels, à différentes structures autour de ça. C'est compliqué parce que les logiques d'appareil sont aussi présentes pour que chacun puisse y aller séparé. Après, il peut y avoir des divergences, il peut y avoir des différences d'approche. Quand on regarde ce que peut raconter Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il y a des éléments de fond qui peuvent être des nuances par rapport aux questions politiques. Mais après tout, pourquoi pas? La gauche n'a jamais été unie. On n'est pas un pays qui, historiquement et traditionnellement, a une gauche, je veux dire, où il y a monobloc. Ce n'est pas la tradition française. Mais s'il y a des choses qui sont des choses de l'ordre des nuances, d'abord, il faut que ça soit dans la nuance. Deuxièmement, il faut que la question du rassemblement soit clairement posée. Et troisièmement, il faut que les gens ils comprennent pourquoi est-ce que les gens n'y vont pas, ils y vont séparément. Rien ne serait pire qu'on rejoue le scénario des européennes, où à gauche, chacun y a été, mais personne n'a compris pourquoi est-ce que les choses étaient divisées. Parce que ce que racontaient les uns et les autres, il y avait quand même des similitudes assez fortes. Bon, donc c'est ça le sujet, et c'est à ça qu'il faut travailler. Moi, je trouve que la gauche, en ce moment, elle est un peu platonne aussi sur le fond. Elle devrait se permettre dans ce moment-là de travailler sur des éléments qui sont des éléments nouveaux. Qu'est-ce qu'on raconte au-delà des éléments de contestation qu'on peut avoir par rapport à la politique que mène le gouvernement? Mais qu'est-ce qu'on raconte de neuf? Comment est-ce qu'on réfléchit sur des formes nouvelles? Comment est-ce qu'on travaille tout ça? D'une certaine manière, Emmanuel Macron, en 2017, alors je sais, il y avait aussi Benoît Hamon que je soutenais, mais il a volé en partie la question à partir de 2015 et 2016. Il a volé la question de l'innovation
au niveau de la gauche. Il a été suffisamment malin parce qu'il a volé la question de l'innovation, mais il l'a fait basculer à droite en disant les questions d'innovation sont des questions où il faut être plus libéral. Mais il faut être innovant, mais pas en étant plus libéral. Il faut être innovant justement en remettant de la régulation, en remettant du sens, en remettant des services publics. Mais il faut être innovant. C'est ça le sujet aujourd'hui qui est posé à la gauche. Comment est-ce qu'elle innove? Parce que si elle est simplement à défendre, elle n'y arrivera pas. Merci beaucoup, Frédéric. Merci.